Jonas était un soldat orphelin qui a commencé à détester les armes après que celle-ci ait tué ses parents pendant une guerre. Cependant, tout change lorsqu'un méchant trafiquant d'armes le recrute dans son équipe, alors il commence à faire craquer tout le monde juste pour la protéger. Tout commence pendant une guerre où les parents de Jonah ont été détruits par une bombe lancée par un avion de combat de pointe. Ce jour-là, Jonas a décidé qu'il détesterait pour toujours tout ce qui concerne les armes et les gens qui en font le commerce. Cependant, Bro se couche immédiatement lorsqu'un méchant marchand d'armes aux cheveux blancs nommé Coco l'invite à rejoindre son organisation mercenaire de cinglés. Alors que Coco présente Jonah au reste de l'équipe, ils sont choqués qu'il soit un garçon soldat, mais ont peur de lui parce que son aura est aussi intimidante que celle de Sukuna. Là, Coco explique que la mission de Jonah est d'aider à récupérer les biens de l'organisation, mais il lui dit nonchalamment que tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est sur qui et où tirer. Pendant le trajet, Coco commence à interroger Jonah sur son passé, mais il dit qu'il n'aime pas beaucoup parler tout en réparant habilement son arme. Cependant, en raison de son attitude froide, une mercenaire du groupe nommée Sophia craint qu'il ne blesse Coco et envisage de le tuer s'il tente quelque chose. Soudain, Jonah se rend compte qu'ils sont suivis. Il demande donc à Coco comment il gère normalement cette situation et elle répond qu'ils éliminent l'ennemi d'un seul coup. En entendant cela, Jonah surgit sur le toit de la voiture et passe en mode John Wick complet, tirant une rafale de balles sur les véhicules qui les suivent et détruisant avec succès tous les espions ennemis. Coco panique et lui dit de la prévenir la prochaine fois avant de tirer, mais il l'informe que la vraie bataille n'a pas encore commencé. Plus tard dans la soirée, Sophia fait exploser la camionnette ennemie, mais celle-ci ne bouge pas, alors elle demande à son partenaire, Lam, de la conduire près du véhicule afin qu'elle puisse fumer les méchants de près pour protéger Coco. Lorsque les espions commencent à attaquer la voiture de Coco, Lem conduit sa voiture sur le côté de leur camionnette, permettant au borgne Mikasa Ackerman de sauter dedans et de les anéantir. Cependant, un autre espion ennemi tire un lance-missile sur la voiture de Coco depuis sa camionnette. Alors Jonah lance une grenade qui modifie la direction du missile vers une voiture à proximité. Alors que Jonah tire sur la camionnette ennemie, l'espion sort pour lancer un autre missile. Mais Jonah l'élimine d'un coup dans la tête, faisant exploser toute sa camionnette et le reste des gars se retire. Lorsqu'ils arrivent à destination, Coco explique à Jonah qu'il ne pourrait jamais vivre sans armes, même s'il les déteste, car elles sont très pratiques, et promet de l'aider à s'entendre avec ses nouveaux coéquipiers s'il la rejoint. Jonah lui demande alors pourquoi elle vend des armes et elle fait une pause de Jojo en lui disant que c'est pour la paix dans le monde. Tôt le lendemain matin, Coco rassemble son équipe de tueurs à gages Avengers et les informe qu'ils ont une nouvelle mission depuis le quartier général, intercepter un groupe ennemi qui transporte des hélicoptères armés. Elle assigne à chacun son rôle et bien sûr fait en sorte que son nouveau Sugar Boy, Jonah, soit à nouveau son partenaire de terrain. Pendant le trajet, elle tend à Jonah une arme de rechange et lui dit qu'il ne sera pas soldat cette fois, mais qu'il doit plutôt agir comme son frère jusqu'à ce qu'elle lui donne un signal. Peu de temps après, il rencontre le boss ennemi et la rage de Coco l'appâte avec des menaces sordides jusqu'à ce qu'il se déclenche et lui brise une cruche en verre sur la tête. Jonah essaie immédiatement de faire sauter ses pendentifs, mais Coco l'arrête et l'homme retire toutes les balles du pistolet avant de les informer qu'il a des tireurs d'élite tout autour de la zone. Cependant, Coco révèle qu'elle a déjà 10 longueurs d'avance, car ses hommes ont déjà éliminé tous ses tireurs d'élite et saboté son accord. Alors qu'elle donne le signal à Jonah, il détruit le boss ennemi d'un tir à la tête et elle le serre dans ses bras par derrière pour célébrer. Alors qu'ils rentrent chez eux, Jonah est surpris que Coco soit réellement calme bien qu'elle soit marchande d'armes et il décide de rester avec leur groupe pour le moment. Plus tard dans la nuit, Jonah prépare le dîner pour sa nouvelle équipe et Coco l'accueille officiellement dans le groupe, mais son repas finit par provoquer une intoxication alimentaire à toute l'équipe. Plusieurs jours plus tard, Coco s'écrase dans la voiture à cause du mauvais fonctionnement des systèmes de communication. Et le passionné de technologie devine que leurs ennemis utilisent le brouillage des signaux, alors elle lui crie d'identifier le problème le plus rapidement possible. Après avoir mis fin à l'appel, elle informe la coéquipière qui la conduit qu'il retrouve Sophia et un autre camarade nommé Tojo dans la ville voisine, mais elle est ennuyée car elle ne peut pas les joindre. L'âme lui demande ce qu'ils doivent faire puisque le véhicule devant eux appartient à la police nationale, mais elle dit qu'ils ne devraient pas s'arrêter car leur véhicule ne peut en aucun cas faire quoi que ce soit au con de camion de la taille de titanium qu'ils conduisent en fait. Soudain, une mine terrestre explose sous leur camion, ce qui immobilise leur camion et fait dérailler la voiture de police. Malgré les avertissements de Sophia, Coco se précipite hors du véhicule pour voir l'épave de près. Et Lem explique que la raison pour laquelle elle n'a pas pu contacter leurs alliés est qu'une guerre a commencé où tous les sites de transmission de la région ont explosé. Pendant ce temps, un soldat les surveille de loin avec des jumelles et en parle à ses camarades à la radio. Alors que les soldats les entourent, le chef leur dit de ne pas faire de mal à Coco puisqu'elle est leur dealer
et Coco explique qu'elle n'est pas leur ennemi. Peu de temps après, Coco rencontre le chef des soldats, le Major Pollock, et il s'excuse pour le mauvais traitement infligé à son soldat avant de l'informer qu'ils ont pris les 8 missiles anti-aériens de leur conteneur. Elle essaye de lui faire signer le contrat, mais il dit que rien n'est pressé et lui demande de s'asseoir avec lui. Lorsqu'elle demande quand le chaos a commencé, il répond que c'est il y a 8 heures. Mais cela la rend confuse car elle sait qu'un lieutenant-colonel nommé Grant était censé superviser l'accouchement. Pollock explique que cela arrive souvent car c'est une carrière où certains fuient lorsque les combats commencent et lui demandent de faire comme s'ils n'avaient jamais été là au départ. Alors que Coco boit la canette de coca, elle regrette de s'être mise dans cette situation car Pollock est un accro au combat qui voudrait de plus en plus d'armes jusqu'à ce que le désir le consume. Comme sur des roulettes, le mec essaie d'ajouter à la commande d'armes, mais leur conversation est interrompue lorsqu'une fille étrange nommée Mildo appelle Coco, et elle la reconnaît immédiatement comme une vieille connaissance, ainsi que son partenaire, Blue. Tout en câlinant Coco, elle demande où est Sophia, mais Coco dit qu'elle travaille ailleurs, et voit alors Afatso dans un costume qu'elle reconnaît comme le président d'un grand groupe anglais qui s'appelle Curry. Alors que Jonas est assis dans un coin, Milda se dirige vers lui et commence à rire du fait qu'ils ont embauché un Razmoket comme nouvelle recrue. Pendant ce temps, Coco rencontre Curry et Pollock à table, et lorsqu'elle demande ce que le commandant a commandé à Curry, il révèle qu'il s'agit d'un nouveau missile avec de nouveaux lanceurs appelés Stingers, qu'ils ont récupérés en Europe du Nord. Curry commence à se vanter d'être l'Elon Musk des ventes d'armes, et Coco est tellement irritée qu'elle essaie de partir. Mais Pollock l'arrête et lui dit qu'il souhaite commander une unité radar, car son côté radar a été détruit lors d'un raid aérien. En entendant cela, Curry secoue la tête tout en affirmant qu'un tel ordre le dépasse. Mais quand Coco prétend qu'elle n'en a pas, il dit qu'elle porte un plafond parce qu'elle est la progéniture du géant de la marine, Floyd. Il souligne ensuite que c'est elle qui dirige une partie du département d'armes navales pour l'Europe et l'Afrique et affirme qu'elle ne peut en aucun cas ne pas pouvoir se procurer quelque chose d'aussi maigre qu'une unité radar. Cela fait comprendre à Coco que le vieux con a l'intention de l'utiliser comme bouc émissaire. Alors elle refuse ouvertement l'offre tout en se moquant d'eux avec des danses Fortnite. Heureux, cependant, Pollock dit qu'il ne la laissera jamais partir et ses soldats l'entourent. Alors son garde du corps, Lutz, essaie de riposter, mais elle lui dit de se retirer. Elle souligne ensuite que Pollock demande à l'infanterie de montagne de tuer tous les civils et journalistes qui fuient par le col parce qu'il veut désespérément garder secrète la bataille pour LA pour le pipeline. Il admet qu'elle a raison et dit qu'il compte sur elle pour l'unité radar avant de lui assurer que le paiement ne sera pas un problème. Alors qu'il marche dans la rue, Coco utilise des signes de la main pour informer ses coéquipiers que son plan est de faire semblant d'accepter son offre et de s'enfuir. Elle évoque ensuite le fait que l'armée est à court de fonds et se frappe la poitrine tout en affirmant qu'elle n'acceptera jamais de crédit. Ce soir-là, Sophia demande à Tojo s'ils auraient dû attendre Coco au col, mais il répond que ce n'est pas de leur faute s'ils ne l'ont pas fait car les soldats ont attaqué la zone et ils y continuent, même si le soleil s'est couché. Ils décident alors qu'ils passeront par le col le matin et Sophia exprime combien elle souhaite dormir à la belle étoile. Le lendemain matin, Pollock explique à Coco que la raison pour laquelle son portable ne fonctionne pas dans cette zone est qu'il est hors de portée du reste de l'Europe et lui promet qu'il recommencera à fonctionner une fois qu'elle aura franchi le col. Il assigne ensuite 2 soldats pour l'accompagner, affirmant qu'ils l'aideront à franchir le passage dangereux en toute sécurité. Mais elle sait que ce ne sont que ses colliers. Alors qu'elle s'éloigne, il la prévient de ne pas faire semblant d'accepter son offre et de s'enfuir. Alors qu'il monte dans sa voiture, le soldat commence à l'insulter. Alors elle lui dit de se taire, ce qui le met en colère. Mais avant qu'il puisse réagir, Jonah annonce sa présence à l'aide d'un bruit de pistolet. Bientôt, ils arrivent à un endroit où certaines forces aériennes russes commencent à attaquer. Alors ils se cachent dans la forêt et Coco dit à ses soldats d'éloigner leur unité de la zone car les Russes utilisent un dispositif de localisation qui pourrait facilement les retrouver tous. Après le départ des avions de combat, Coco et Jonah retrouvent l'équipe et elle leur explique que la raison pour laquelle elle ne veut pas vendre les armes est qu'elle pense que la guerre se terminera dans 2 jours sans que personne ne revendique le pipeline et elle a personnellement perdu tout intérêt à faire des affaires sur le champ de bataille. Alors qu'ils traversent la forêt, Sophia attaque soudainement les soldats d'en haut et les ligote. Alors Coco la serre dans ses bras et ordonne à son équipe d'avancer. Ce soir-là, Coco retrouve Curry dans un magasin et il décide d'envoyer Sophia et Mildo explorer la région. Cependant, les 2 méchants de Giga Chad s'engagent dans un duel à l'épée houleux à égalité avec Ichigo contre Aizen. Jouance. Mais Sophia slime facilement Mildo grâce à ses sens améliorés. Alors qu'ils traversent la forêt, Milo détecte des pisteurs devant eux. Alors Sophia dit à tous ces hommes de se préparer au combat. Cependant, lorsque tous ces hommes sont rassemblés à l'extérieur, Coco leur dit de désarmer leurs armes et envoie tous les ennemis à l'intérieur pour attaquer les hommes de Curry, leur permettant de s'échapper. Le lendemain matin, Coco arrive à la maison et voit que Curry et Mildo ont réussi à échapper à l'attaque ennemie, alors elle s'en va joyeusement. Quelques jours plus tard, un mec aux dents de requin nommé Orchestra
réussit à éliminer ses adversaires lors d'une fusillade et sa complice, Shinatsu, le glace. Le chef de la mafia qui s'est opposé à eux a déjà l'air d'avoir été renversé par un train, mais Shinatsu l'attache et lui demande pourquoi il a volé le patron et s'est enfui alors qu'il savait qu'ils enverraient des tueurs à gages après lui. Les yeux de Shinatsu effraient l'homme, mais il prétend qu'il a oublié la raison et la traite de détritus pour être devenu commando lors d'une mission aussi importante. Il n'a pas répondu à leurs questions. Orchestra ordonne à Shinatsu de lui infliger une douleur sans imagination. Elle active donc son arme et informe le désolé perdant que son travail consiste à briser les rêves des lâches qui pensent lui échapper après avoir commis des crimes. Happy Orchestra attache ensuite sa tête à l'aide d'une sangle et Shinatsu active un pistolet qui y est attaché, qui commence le compte à rebours. Alors qu'il s'éloigne, le chef de la mafia implore sa vie, mais l'arme commence à lui tirer dessus à coups de balle. Dehors, Shinatsu demande à Orchestra quelle est la prochaine étape, et il révèle qu'ils ont un autre travail avant de lui demander pourquoi elle ne porte aucune couverture d'intrigue. Elle prétend que c'est pour le faire rire pour elle, mais il dit qu'elle ne peut pas le faire tomber amoureux d'elle, même si elle enlève tout. Le lendemain matin, Jonah se détend avec les autres au manoir et Coco dit qu'il a beaucoup à apprendre de ses aînés sur la vie dans ce pays, notamment comment saluer correctement et d'étudier plusieurs matières scolaires. Il commence à bâiller, alors elle l'avertit de ne pas s'endormir dans sa classe et prétend qu'il doit devenir un humain merveilleux puisqu'il fait désormais partie de son organisation. Elle explique que tout le monde dans le groupe est exceptionnellement talentueux malgré quelques vices desserrés dans la tête et Tojo lui donne un problème de mathématiques à résoudre. Cependant, Bro donne une réponse qui sort du lot et c'est à ce moment-là que Tojo se rend compte qu'il est aussi stupide que Patrick Star. Coco raconte ensuite comment il les a surpris à l'aéroport l'autre jour. À l'époque, Jonah et Sophia surveillaient ensemble un avion et elle lui fit remarquer qu'il avait 22 pneus. Cependant, lorsqu'elle lui a demandé combien de pneus auraient 3 de ces avions, le dingbat a passé 2 heures à y réfléchir pour ensuite dire infini et tout le monde s'est évanoui sous le choc de son manque de cellules cérébrales. Dans le présent, Tojo et Coco se moquent de lui jusqu'à ce que Lee pose des questions sur l'image sur l'écran de l'ordinateur. Coco explique qu'il s'agit d'une liste de tueurs à gages que leur quartier général utilise pour les avertir de tout voyou dangereux dans la région. Cependant, elle affirme qu'il ne sert à rien d'en apprendre davantage sur les tueurs à gages, car leur ville est douée pour maintenir la paix et elle a l'équipe pour la protéger. En observant l'écran, Tojo est choqué qu'un groupe de tueurs à gages s'appelle Orchestra alors qu'il ne compte que 2 membres. Coco explique donc que le groupe comptait initialement 8 membres, mais que 7 d'entre eux sont morts et qu'un nouveau membre les a rejoints pour en faire une équipe de 2 hommes. À son apogée, Orchestra était plus meurtrier que l'Akatsuki puisqu'il tirait plus de 20 000 balles sur une force de police en France. Jonah demande à Coco si les tueurs à gages la poursuivent, mais elle répond qu'ils le sont toujours parce que les marchands d'armes ont tendance à se faire des ennemis et elle en a tellement qu'elle aimerait pouvoir vendre leur rancune. Elle et Tojo recommencent à rire comme des idiots, mais Lutz et Sophia arrivent et demandent pourquoi ils font la fête sans eux. Sophia demande alors à Coco de sortir avec elle. Alors Coco confie à Tojo la responsabilité de donner des cours particuliers à Jonah alors qu'elle s'éloigne. Immédiatement après leur départ, Jonah demande à Tojo la permission d'utiliser les toilettes et Tojo accepte. Après des heures d'attente, Tojo va voir s'il pond un œuf, mais quand il arrive, il voit que Jonah a volé le poulailler et lui a laissé un signe de remerciement. Pendant ce temps, Orchestra et Shinatsu se promènent dans la ville, et ils commencent soudainement à parler une langue étrangère tout en lui disant qu'un assassin compétent devrait toujours regarder le ciel lorsqu'il marche. Il explique que la vue humaine ne couvre que 180% de l'environnement et que la moitié de celle-ci est obstruée par son propre corps. Il n'est donc pas nécessaire de regarder le sol lorsqu'il ne recherche pas de mine terrestre. Il lui demande alors de se débarrasser de son masque de voix, mais elle n'obtempère pas car c'est un cadeau que son maître lui a fait. Lorsqu'elle aperçoit Jonah dans un coin, elle tombe immédiatement amoureuse de lui. Mais lorsqu'elle essaie de parler de lui à Orchestra, elle remarque qu'il a disparu. Orchestra lui dit de se taire car ils sont très proches de leur cible, mais ils n'ont aucune idée que Jonah les espionne. Pendant ce temps, Coco admire une montre Rolex à travers un verre et Sophia lui propose de l'acheter pour lui prouver son amour, la faisant sourire de joie. Soudain, Shinatsu attrape le bras de Coco et lui demande pourquoi elle continue de vendre des armes alors qu'elle sait que c'est dangereux. Mais Coco la rattrape également en lui disant qu'un humble assassin n'a pas le droit de lui demander ça. Elle appelle ensuite Shinatsu Orchestra tout en annonçant qu'elle ne leur dira que s'ils parviennent à la faire mourir. Et Shinatsu est surprise par la force avec laquelle elle la saisit. Sophia court pour effectuer l'arrêt, mais Shark Boy pointe son arme sur elle, la forçant à porter son attention sur lui. Soudain, Jonah saute hors de sa cachette et tire plusieurs balles, ce qui oblige Orchestra à se cacher derrière une table et la situation dégénère en fusillade. Orchestra continue de faire exploser leur cachette tout en essayant de les inciter à sortir, mais Coco commence à faire des mouvements bizarres sur Jonah et le félicite d'être arrivé à temps. Il l'accuse d'être une plus grande psychopathe que Harley Quinn en raison de la façon dont elle sourit toujours dans les situations désastreuses. Mais
Mais elle affirme que tout va bien chez elle parce que de telles attaques sont monnaie courante dans son entreprise. Alors que Jonas commence à tirer sur l'ennemi, elle marche avec lui avec style tout en expliquant qu'elle est une grande marchande d'armes qui n'irait nulle part si elle avait peur de ses marchandises. Voyant cela, Chinatsu décide d'utiliser son canon, mais la police arrive soudainement. Alors, elle détruit leur voiture avec un canon et Orchestra abat les flics. Tout en utilisant un bouclier pour se protéger, Sofia parvient à blesser Orchestra au bras, mais cela ne fait que le rendre plus agressif avec ses tirs et il parvient à la blesser à la jambe. Soudain, Jonas saute hors de la cachette et charge seul les méchants, mais Lem l'éloigne à l'aide d'un fil et explique que leur équipe ne se bat pas jusqu'à la mort, mais utilise plutôt une planification minutieuse pour assurer une défaite unilatérale de leur ennemi. Orchestra et Shinatsu ont remarqué qu'une unité de tireurs d'élite de la police se trouvait au-dessus d'eux, alors ils les ont abattus. Pendant ce temps, Lem provoque l'ennemi en utilisant des tirs lents et le taquine pendant que Coco et Jonas s'échappent ensemble. Lorsque le duo est à court de balles, ils s'enfuient dans leur voiture et décident d'éliminer Jonah plus tard, car il ne fait pas partie de la liste. Il y a quelques années, une dame était sur scène en train de chanter une copie bon marché de la meilleure chanson de Sabrina Carpenter, mais l'orchestre lui a soudainement frappé la tête avec une balle et a dénoncé à quel point sa voix sonnait pire que celle d'un cheval ivre avant d'éclairer tout le monde dans la pièce avec sa mitrailleuse. Après le massacre, Bro a essayé de fumer une cigarette, mais il a soudainement reçu une balle dans le bras. Et quand il s'est retourné, il a vu Chinatsu pleurer tout en pointant une arme sur elle. Alors qu'elle tremblait de peur, le vilain salaud l'embrassa sur la joue et lui dit qu'il aimait le son qu'elle venait de faire. De retour dans le présent, Jonah et Coco courent sur les rives d'une plage et le reste de l'équipe les retrouve enfin. Mais Sofia dit qu'ils ne devraient pas encore les récupérer, mais plutôt utiliser leur voiture comme bouclier pour les protéger d'Orchestra qui se trouve dans l'autre voie de la route. Chinatsu fait passer son véhicule à une vitesse plus élevée. Et lorsqu'il rattrape la voiture de l'équipe, un membre nommé Renato remarque qu'il mène une saison puissante appelée Neguev, ce qui le choque. Alors qu'ils commencent à se tirer dessus, Sofia les rejoint depuis l'intérieur de la voiture. Et à l'autre bout, ils disent à Coco et Jonah de continuer à courir. Cependant, les méchants zooment soudainement devant et Orchestra dit à Chinatsu de faire une boucle autour d'eux afin qu'ils puissent mettre fin aux choses rapidement. Renato se rend compte qu'ils sont cuits et il informe Coco que les méchants ont une arme puissante appelée mitrailleuse brunissante M2 montée à l'intérieur de leur voiture, ce qui l'a fait se demander à quoi pense ce duo fou. Dans la voiture, Chinatsu admet qu'elle est triste d'avoir tiré sur son béguin, mais elle est heureuse qu'il ne mourra pas seul puisqu'il est avec ses amis. Alors que la voiture ennemie commence à se précipiter vers eux, Renato et ses partenaires commencent à cibler leur moteur, mais Chinatsu fait un écart de côté et commence à les faire exploser avec la mitrailleuse, les faisant écraser leur voiture dans une piscine. Après avoir dépensé toutes les balles de la mitrailleuse, le moteur du duo fou s'enflamme soudainement, alors ils sortent du véhicule en courant. Pendant ce temps, Jonah et Coco sortent de la rivière dans laquelle ils se cachaient, mais Orchestra commence immédiatement à les attaquer, alors Jonah riposte. Pendant la fusillade, le chapeau de Chinatsu reçoit une balle dans la tête et elle suggère de battre en retraite car quelque chose ne va pas. Mais Orchestra dit qu'elle n'est qu'une idiote. Cependant, lorsqu'il sort de sa cachette, il se fait immédiatement clouer à la poitrine par un tireur embusqué. Et alors qu'il s'effondre à genoux, Lutz l'abat d'un coup de tête depuis le toit d'une tour. Voyant cela, Coco informe les autres que Lutz a détruit le chef ennemi d'un tir de sniper à longue distance à l'aide d'un pistolet nommé Lapua Magnum et précise que c'était à 900 mètres. Alors que Chinatsu s'écrase dans sa cachette, le partenaire de Lutz, William, l'informe qu'ils ont reçu l'ordre de battre en retraite, mais Lutz se plaint qu'il reste encore un soldat ennemi. Alors, Lem explique qu'elle est prudente et que même si elle sortait, il n'aurait toujours pas l'audace de lui tirer dessus. Chinatsu déclare qu'elle les traquera tous en marchant vers son homme non aligné et immédiatement elle entre dans la ligne de mire. Coco informe l'équipe de tireurs d'élite, mais Lutz hésite lorsqu'il voit que c'est une jeune fille. William lui demande de sortir son arme à la place, alors il fait exploser la mitrailleuse près d'elle, la faisant tomber au sol. Chinatsu attrape alors une arme de poing au sol et esquive les tirs de Lame et Tojo avec des mouvements acrobatiques derrière lui pour s'échapper sur un camion. La police arrive alors et dit à Coco qu'elle ne peut pas s'échapper cette fois car ils ont vu toute la fusillade, mais elle demande au mec qui lui parle de se présenter puisqu'il ne ressemble pas à un flic ordinaire. Il prétend qu'il est un citoyen ordinaire. Et quand Jonah demande à Coco ce qu'il doit faire, il envoie le gamin comme un ballon de football dans l'océan. Alors qu'il taquine Coco, elle lève soudain la main pour alerter les autres. Mais il dit qu'elle est cool parce qu'il pense qu'elle fait juste la pose de tout pouvoir. Un peu plus tard, le salaud est emmené dans la salle d'interrogatoire du commissariat de police et averti de la manière dont il a géré les choses.
Lorsqu'il demande la preuve qu'il est un officier du renseignement, il donne aux flics un passeport qui montre qu'il vient d'Amérique et se présente comme Jerry. Il leur dit ensuite de l'appeler par son surnom de terrain, Scarecrow, et demande aux flics de remettre Coco et toutes les données sur la fusillade enregistrées par la caméra de sécurité, mais le flic dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'il parle. Pendant ce temps, Coco est dans le bureau du commandant de la police, le remerciant de lui avoir donné des vêtements de rechange, et il l'informe qu'elle a attiré l'attention d'un dangereux officier du renseignement américain nommé Scarecrow, mais elle dit qu'il n'est qu'un aspirant Sherlock qui veut de l'argent. Alors qu'elle s'éloigne, le commandant admet qu'il sera difficile de dissimuler l'incident de la fusillade, puisque plusieurs policiers ont été assassinés, et l'informe que certains policiers retiennent ses gardes du corps à l'hôtel comme forme de protection. Dans la salle d'interrogatoire, Scarecrow commence à exiger des preuves, mais le flic refuse de les lui donner. Alors, il sort en courant de la pièce et affronte Coco dans le couloir. Il la frappe au visage et les flics le retiennent. Mais Coco dit qu'elle n'a pas de temps à perdre avec des canailles comme lui avant de s'en aller. Heureux alors qu'elle quitte la porte, il menace de la saigner à blanc, mais elle dit que ce n'est que la deuxième menace qu'elle reçoit ce jour-là. Jonah arrive et explique qu'ils l'ont laissé partir parce qu'il est nouveau, alors elle le serre dans ses bras alors qu'ils rentrent chez eux. Ils arrivent bientôt au parc et Coco dit à Jonah qu'elle a remarqué qu'il est gentil contrairement à tous les autres soldats qu'elle a rencontrés, mais elle l'avertit que sa gentillesse le ferait hésiter avant d'appuyer sur la gâchette et que le monde est injuste envers quelqu'un d'aussi gentil que lui. Pendant qu'il marche, elle informe Jonah que la majorité des personnes qui utilisent des armes à feu sont des civils et admet qu'elle ne veut pas qu'elle ou lui meure. Plus tard dans la nuit, Coco rencontre Shinatsu et menace de demander à son tireur d'élite, Liam, de l'achever si elle attaque avant de lui poser la question très importante de savoir pourquoi elle ne porte pas d'armure de complot en dessous. Elle explique qu'elle les a retirés lors d'une mission avec Orchestra et qu'elle s'est soudainement améliorée en matière de visée. Alors Coco révèle son propre secret et propose de la recruter dans l'équipe. Cependant, Shinatsu essaie de la rendre vivante. Alors Ren l'abat en un éclair et explique à Lutz qu'il est capable de tirer sur des mignonnes comme elle parce qu'il a perdu des camarades dans le passé. Alors que Coco rapporte l'incident à ses supérieurs, Jonah se cache dans un coin et l'écoute. Plusieurs jours plus tard, l'équipe se détend dans un magasin et Lutz s'entraîne à la cible en utilisant une cible flottante avec les autres gars. Pendant ce temps, Jonah est dans le coin et réfléchit à sa haine des armes. Et quand Coco arrive, il se demande pourquoi on a l'impression qu'elle l'envoûte à chaque fois qu'elle lui parle. Comme elle porte un chapeau loufoque, Jonah demande si elle va faire de l'agriculture, mais elle rappelle aux Dinweed qu'ils sont au milieu de l'océan et explique qu'elle est habillée de cette façon pour protéger sa peau du soleil. Sophia l'informe alors que le capitaine veut lui parler, alors elle informe le capitaine par téléphone que quelqu'un du quartier général apporte une plus grande partie de leur cargaison. Soudain, son autre téléphone se met à sonner, mais elle décroche aussitôt. Elle sursaute de surprise. Après avoir mis fin à l'appel, Sophia demande ce qui ne va pas, alors elle panique et l'informe que son frère arrive sur le navire devant lui. Elle ordonne alors à William de cacher Jonas dans la pièce et de lui apprendre les langues. Alors qu'il se dirige vers la pièce, Jonah demande à William pourquoi Coco panique soudainement, mais dit que tout ira bien parce qu'ils n'ont pas à se préparer pour le combat cette fois. Pendant ce temps, le frère de Coco, Casper, arrive avec une escouade de gardes de sécurité armés, et Sophia souligne qu'ils lui ressemblent exactement, même s'ils ne sont pas jumeaux. Pendant que les ouvriers chargent la cargaison, ils demandent à Coco si les missiles vont se vendre, mais elle répond que ce n'est pas un problème puisqu'elle a déjà reçu l'argent. Elle demande ensuite pourquoi il est en Afrique, alors il explique qu'il a travaillé là-bas et évoque le fait qu'elle a été attrapée par le fou affamé d'argent, Scarecrow. Il explique que les États-Unis supportent ces absurdités parce qu'il est habile à collecter des fonds pour leurs opérations. Mais il la prévient qu'il est persistant parce que c'est une personne persistante qui la poursuivra jusqu'au bout du monde s'il le faut. Au même moment, William dit à Jonas d'écrire 3 fois le mot contradiction. Et ce faisant, William explique que le folklore peut exprimer les classiques et la morale avec quelques personnages et lui raconte une histoire ici intitulé Pike and Shield, qui parle d'un marchand d'armes. Il était une fois un marchand d'armes qui rassemblait quelques personnes et affirmait qu'une pique était incroyable, car elle pouvait transpercer n'importe quoi, et il se vantait également que son bouclier pouvait détourner n'importe quelle attaque. L'un des hommes qui le regardait lui a demandé d'utiliser cette pique pour percer son bouclier, ce qui a mis le croupier dans une impasse. Heureux quand Williams demande si Jonah a aimé l'histoire, il répond qu'elle n'était que légèrement intéressante. Dehors, Coco demande à Casper avec qui le revendeur auquel ils vendent est aligné. Mais Casper dit que ses alliances sont inconnues, mais l'avertit de faire attention car elle finira par tomber sur un dangereux revendeur africain qui dirige une société commerciale chinoise. Casper dit qu'il est temps pour lui de partir, mais demande soudainement la permission d'utiliser les toilettes. Alors Coco le gronde en lui disant qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation pour tout. Dans la salle d'études, William souligne que Jonah s'initie rapidement aux études de langue, mais qu'il oublie rapidement les mathématiques. Alors il explique qu'il n'est pas bon en maths. En entendant cela, William rit et admet que lui non plus n'était pas bon en mathématiques,
sceptique, mais dit qu'il espère que Jonah apprendra bientôt à lire des livres de toutes sortes, car ils lui apprendront différentes choses. Soudain, Jonas ressent le besoin d'aller aux toilettes et William lui permet de le faire. Cependant, Casper arrive dans le couloir et c'est à ce moment-là que William se rend compte qu'il est cuit. Alors que Casper entre dans la salle de bain, il voit le short stack vider son réservoir. Alors que Casper utilise la salle de bain, Jonah essaie de le poignarder, mais un garde masqué le retient. Alors il crie avec colère le nom de Casper. Casper le salue nonchalamment et il demande au garde masqué, Chekerida, de le laisser partir, mais elle plie son couteau et le jette en lui disant de choisir une meilleure arme la prochaine fois. Alors que Jonah le regarde avec colère, Casper admet que Jonah est un guerrier capable de se battre à égalité avec lui et évoque comment ils se sont rencontrés il y a 3 mois. À l'époque, Jonah se trouvait dans un établissement en Afrique où d'autres orphelins étaient entraînés à la guerre et le commandant a demandé à son revendeur d'organiser une rencontre avec Casper. Lorsque les soldats sont venus emmener des orphelins pour la guerre, Jonas a remarqué que le responsable avait des yeux dangereux. Il a donc proposé d'y entrer, mais les soldats l'ont frappé comme une pinata et ont emmené une fille nommée Malka. Quelques jours plus tard, Jonah a découvert que Malka était morte et a commencé à pleurer parce qu'il regrettait de ne pas avoir été choisi. Il savait qu'il l'avait forcée à traverser un champ de mines au lieu d'utiliser des soldats, et elle a fini par exploser. Plus tard, il a dit à un autre orphelin nommé Maurice de rassembler tous les autres dans leur base secrète et de ne pas en sortir quoi qu'il arrive tout en rassemblant secrètement des armes. Lorsqu'un soldat est venu le voir, il l'a abattu à mort, ce qui a alerté tous les soldats, mais il a coupé l'alimentation électrique et a commencé à les abattre les uns après les autres. L'un des soldats l'a retrouvé, mais il a esquivé les balles de l'homme et l'a détruit avec une lame avant de jurer de venger Malka. Alors que le commandant essayait d'appeler des renforts, l'homme maléfique essaya de lui demander ce qu'il faisait, mais remarqua qu'il avait déjà été abattu. Soudain, Jonah est apparu derrière lui avec une arme à feu et a demandé qui il était. Mais l'homme a affirmé qu'il n'était qu'un marchand d'armes et l'a supplié d'épargner sa vie, lui promettant suffisamment d'argent pour acheter une Ferrari s'il acceptait. Cependant, Jonas a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'argent parce qu'il était là pour venger Malka, puis a abattu ce salaud. Il a ensuite dit à Maurice de s'occuper des autres et de sortir de la pièce, mais il s'est soudainement caché lorsqu'il a senti l'aura d'humain dangereux approcher. À ce moment-là, des gaz lacrymogènes ont envahi la pièce, le faisant tousser, et un Chekwita entièrement masqué est apparu et l'a renversé. Peu de temps après, ils l'ont livré à Casper qui s'est présenté comme un marchand d'armes avant de lui demander qui il était. Comme Jonah refusait de répondre, Casper lui demanda si la vengeance en valait la peine et l'informa que lui et sa sœur étaient nés dans un conteneur et devaient changer fréquemment d'identité tout en voyageant ensemble à travers le monde. Il a ensuite affirmé que la mort du commandant avait joué en sa faveur parce que son plan n'était pas de leur vendre des armes mais plutôt de les dissoudre en les attirant par les armes afin de créer une voie qui mènerait à la prospérité du pays. Heureux, cela agaçait Jonas, mais le gardait enfermé dans un récipient pendant des jours sans nourriture ni eau, le laissant penser à tout. Quelques jours plus tard, Casper lui a dit qu'il avait tué ses parents, puisque c'était lui qui avait vendu les armes aux hommes qui visaient leur village. Jonas s'est immédiatement mis en colère, mais il était trop faible pour riposter, alors Casper l'a embauché comme garde du corps professionnel pour sa sœur Coco. Alors que le navire avance, Coco ordonne à tout le monde de se préparer au combat, mais les avertit de ne pas laisser l'ennemi les attraper jusqu'à ce qu'ils soient à portée de tir. Elle refuse de croire que l'ennemi s'approche uniquement à l'aide d'un petit bateau, alors elle demande à Tojo s'il y a autre chose là-bas. Il l'informe qu'il y a un autre bateau à 3 km derrière et qu'ils arriveront dans 1 minute. En entendant cela, elle commence à s'effondrer, affirmant que l'ennemi s'attaque aux mauvais méchants. Les gens à bord du bateau ont annoncé qu'ils ne tueraient personne si elle arrêtait son bateau, mais Coco refuse immédiatement. Elle plante ensuite son visage dans les méga intrigues de Sophia, tout en la félicitant d'avoir trouvé rapidement l'ennemi et informe le reste de l'équipe qu'un hélicoptère ennemi approche. Tout en observant les véhicules ennemis, Jonah informe Coco qu'un petit bateau rapide s'approche d'eux par derrière. Elle envoie donc un de ses hommes, nommé Hugo pour s'en occuper, et dit à Jonah de se retirer jusqu'à l'explosion. Elle explique que les ennemis envisagent de s'emparer de leur navire, mais elle n'a pas l'intention de laisser cela se produire. Coco les informe alors qu'elle a des yeux sur le deuxième véhicule ennemi identifié comme Ennemi 2 et les avertit de faire attention au blaster. Alors que l'hélicoptère s'approche, Map apparaît soudainement devant lui avec sa propre mitrailleuse et tire dessus, et les méchants sur le bateau sont choqués de pouvoir les attaquer. Cependant, ils remarquent une bombe juste à côté d'eux et avant qu'ils puissent réagir, William l'allume, mettant le feu à tout le bateau. Voyant cela, les soldats ennemis sur le hors-bord sont choqués, mais l'un d'eux, à l'aide de jumelles, propose de battre en retraite car il voit quelqu'un les viser depuis bâbord avec un lance-missile. Malheureusement pour eux, Hugo tire immédiatement le missile et les détruit. Pendant ce temps, Jonah remarque l'un des méchants suspendu à une corde pour sa vie,
mais il hésite à lui exploser la tête parce que ce n'est qu'un garçon. Alors que l'hélicoptère endommagé survole Coco, elle dit à Lem d'achever les pirates, alors il fait exploser l'hélicoptère à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il fasse boum. Peu de temps après, Jonah montre au reste de l'équipe le garçon pirate qu'il a capturé et explique qu'il a dû le frapper avec plusieurs mouvements de John Cena pour le calmer parce que le garçon l'a frappé même s'il l'a sauvé. Cela fait rire tout le monde. Et après avoir coupé les attaches du garçon, Coco fait sauter le garçon dans la mer, l'informant qu'il y a un rivage à proximité et lui lance un flotteur pour qu'il puisse l'utiliser pour y arriver. Alors que le garçon s'éloigne, l'équipe traite Coco de cruelle. Mais elle dit qu'elle est très gentille ce jour-là et annonce qu'ils vont bientôt arriver au port d'Afrique du Sud. Pendant ce temps, Scarecrow rencontre le directeur d'une entreprise d'armement chinoise d'élite nommée Chen et l'accuse d'être un marchand d'armes frauduleux, mais Chen dit qu'il plaisante. Il promet donc de l'interroger sur ses liens avec Casper avant de partir répondre à un appel téléphonique. Après que l'épouvantail ait quitté la pièce, le garde du corps de Chen, Lo, essaie de le suivre, mais l'homme musclé de l'épouvantail l'arrête. Alors, elle brutalise l'homme avec des combos de combattants de rue jusqu'à ce que Chen l'arrête en lui rappelant que l'assassiné ne fera que causer des problèmes. Heureux, alors que l'épouvantail répond au téléphone, il voit Chen et Lo s'éloigner et il essaye de les suivre, mais s'arrête quand il voit que sa brute a été pulvérisée. Lo informe Chen que leur unité est déjà en Afrique du Sud, alors il déclare qu'il réussira dans son objectif, que Casper le veuille ou non. Pendant ce temps, un homme nommé Mokona frappe à la porte d'un médecin nommé Miami, mais la dame maladroite est trop occupée à chanter des ouvertures de tueurs de démons pour ouvrir la porte, alors il entre et la gronde pour ne pas avoir répondu. Il lui conseille de ne pas participer au voyage d'alpinisme qu'elle a prévu car elle a un rendez-vous prévu avec Coco, qu'elle attend avec impatience toute l'année. Mais soudain, elle se met à pleurer et à japper sur le fait qu'elle doit aller à la montagne à cause de papillons. Au même moment, Sophia demande à Coco si Miami poursuit toujours les papillons, et elle répond que c'est très probable car elle est officier dans un groupe mondial de papillons. Elle informe ensuite Jonah qu'ils rencontreront le professeur Miami, un spécialiste en robotique dont les affaires sont généralement détournées vers les affaires militaires. De retour dans la chambre de Miami, elle dit à Mokona qu'elle s'en fiche si les gens appliquent ses recherches aux armes et les utilisent donc pour assassiner des gens, car ce problème est insignifiant comparé aux beaux papillons au bord de l'extinction. Il lui rappelle que la montagne qu'elle a en tête est couverte de neige, mais elle lui dit de ne pas s'en inquiéter car elle est pleine de gadgets de haute technologie qui lui permettront de les rechercher. Plus tard dans la journée, Sophia oublie qu'elle est une femme et commence à faire des pompes plus vite qu'Ashton Hall. Et quand Jonah arrive, elle lui donne un couteau pour qu'il la rejoigne à l'entraînement. Alors qu'ils s'envolent ensemble, elle lui apprend à réaliser des frappes précises et finalement l'élimine. Peu de temps après, Coco et les autres rencontrent une dame nommée Malone qui s'excuse au nom de Miami qui a abandonné leur rencontre. Mais Coco dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser. Elle l'informe donc qu'un mystérieux chinois et sa secrétaire rendent souvent visite au médecin, mais Miami refuse de divulguer des détails sur le médecin. Elle évoque ensuite le fait que Miami est parti à la chasse aux papillons et lui remet les coordonnées des terrains de chasse. Ensuite, Coco rencontre Jonah et explique que le bâtiment dans lequel il se trouve est un endroit où les armes sont fabriquées ou redessinées. Soudain, il rencontre Curie et ses deux sbires, et il lui dit qu'il envisage de se retirer de l'Afrique de l'Est et du Sud pour le moment. Lorsque Chen arrive, Coco le salue avec un sourire et l'incite à l'inviter à dîner. Ensuite, elle informe Lem de son prochain rendez-vous avec Chen et lui remet un papier pour une mission spéciale. Ce soir-là, l'équipe conduit dans sa camionnette et Lem annonce que leur mission est de capturer Miami et qu'ils doivent exterminer tous ceux qui tentent de se mettre en travers de leur chemin. Alors que Miami escalade les montagnes, Mokono l'avertit qu'il n'y a pas de papillons devant elle, mais elle lui dit qu'ils sont en bas et lui demande pourquoi il porte une arme, alors il explique que c'est pour la protéger. Pendant ce temps, des hommes armés dans la forêt informent leur lieutenant Lo que des ennemis armés arrivent. Elle leur ordonne donc de se concentrer sur la capture de Miami et décide de tuer tout le monde pour se venger de ses amis qui n'étaient pas alignés sur Casper. Dans une autre partie de la forêt, Jonas se met soudain à appeler le médecin et à tirer sur l'endroit où se cachent les soldats ennemis qui commencent alors à riposter. Lo sort alors ses armes et tire une balle dans la tête de son propre homme. Et Sophia le voit. Elle a donc le flashback d'un homme qui l'a traumatisé dans le passé, qui utilise les mêmes armes. Elle se lève soudainement et commence à sourire d'une manière effrayante. Tout d'un coup, Sophia le fait et Naruto court en avant, et même si tous ses coéquipiers sont confus, ils la soutiennent codée avec des coups de feu. Alors qu'elle sort son arme, Lo informe ses hommes restants qu'un loup arrive. Pendant ce temps, Coco passe un moment inoubliable en dégustant de délicieux nems avec Chen et il l'informe que les nems contiennent des crevettes pêchées au large du cap Saint-Francis. Alors qu'elle fait l'éloge de la nourriture, la chinoise Gigachat lui promet que ses papilles vont être ébranlées car de nombreux autres repas de qualité sont en route.
Elle dit donc à Hugo que ce serait bien d'y amener toute l'équipe un jour. Ils offrent de la nourriture à Hugo, mais il dit qu'il est rassasié parce qu'il pense que les Chinois utilisent des chiens pour se nourrir. Alors qu'un serveur apporte du vin à la table, Hugo l'informe que Coco doit s'abstenir de tout alcool parce qu'il sait qu'elle est une méchante ivrogne, ce qui fait rire Chen. Pendant ce temps, Scarecrow commence à gronder sa partenaire nommée Choco pour avoir apprécié la nourriture au lieu de faire son travail, alors elle lui jette de la nourriture au visage et commence à le troller. De retour dans les montagnes, Sophia et Lo se poursuivent tout en se tirant des balles, mais ils finissent par se rattraper, et Sophia se présente comme une ancienne Major avant de demander à Lo de lui expliquer ses techniques intéressantes. Cependant, Lo dit qu'elle ne parle pas beaucoup, mais Sophia lui colle la tête et menace de coincer son arme dans le trou de sa benne à ordures si elle ne parle pas. Ailleurs, Miami remarque les coups de feu de loin, mais elle pense que c'est un feu d'artifice, et Makona lui dit qu'il fait bouillir des nouilles qui vont l'aider à s'endormir, alors elle le remercie. Moko remarque que les bruits de la bataille se rapprochent d'eux, mais il ne sait pas vraiment d'où cela vient. Miami devine que les sons qu'ils entendent sont ceux de Coco qui la poursuit et elle dit que c'est cool qu'elle se batte, peu importe où elle va dans le monde. Mokona explique que c'est parce que ces armes se vendent à un prix très élevé, mais Miami prétend que rien de bon ne vient jamais du commerce des armes parce qu'elle croit que les gens en deviennent esclaves rien qu'en les touchant. En entendant cela, Mokona demande pourquoi elle travaille toujours avec l'entreprise de Coco et celle de Chen, Shanghai, et elle prétend que c'est parce qu'elle ne peut pas s'échapper puisque Chen lui achète de la nourriture délicieuse. Avant de pouvoir expliquer la partie Coco, elle remarque que ses nouilles sont trop cuites, alors elle lui dit de les sortir du feu. De retour au restaurant, Coco déguste du vin et Chen est heureuse de passer un bon moment, mais Hugo craint qu'elle ne devienne folle si elle continue à boire. Chen lui dit qu'il adorerait aussi boire avec son frère aîné Casper, mais elle dit que c'est une mauvaise idée car il est du genre à tout avaler au lieu de les savourer. Et elle révèle que sa nourriture préférée est la malbouffe. Il évoque ensuite le fait que ses subordonnés en Asie centrale ont rencontré Casper et Scarecrow qui écoutent à travers les insectes qu'il a plantés et heureux qu'ils aient commencé à parler maintenant qu'ils ont un peu d'alcool en eux. Choco l'avertit qu'écouter pourrait être dangereux puisque son équipe pourrait déjà être en mouvement, mais il dit que c'est quelque chose qu'il a déjà prédit. Et il a toujours l'intention de continuer à creuser parce qu'il a hâte de savoir comment Chen parvient à faire du commerce des armes tout en menant des affaires honnêtes. Chen admet que Coco et son frère sont des dealers de différents types et lui demande ce qui se profile à l'horizon de son entreprise. Mais elle prétend que c'est un secret. Il demande alors à faire une promenade avec elle, mais elle refuse immédiatement et sirote tout le vin restant dans son verre. De retour dans les montagnes, Lo se libère de l'emprise de Sophia et commence à lui tirer dessus, mais Sophia esquive et essaie de lui tirer dessus. Cependant, Lo saute en l'air comme un frère de Super Mario et lui arrache le pistolet des mains. Heureuse alors que Lo recharge son arme, Sophia souligne que ses mouvements sont exactement ceux de l'homme qui a anéanti son unité. Mais Lo dit qu'elle ne se soucie pas de ce qu'elle ressent. Alors que les autres observent la bataille, l'un des ennemis parvient à attraper Lutz en plein dans le Keister. Alors Renato lui dit de se concentrer davantage pour ne pas se faire éclore par une balle ou un missile. En rampant sur le sol, Jonah informe Lem que l'ennemi est sous le choc car contrairement à leur patronne, ils sont des débutants en matière de combat en montagne. Il leur suggère ensuite d'arrêter de tirer et de faire semblant d'être morts pour s'exposer et permettre à Lem de les faire exploser. Et Lem pense que c'est une excellente idée. Tout comme Jonas l'avait prédit, les soldats ennemis commencent à sortir de leur cachette lorsque l'équipe arrête de tirer. Alors Lim les abat un par un. De retour à l'hôtel, Choco est dans la salle de bain, mais Coco arrive soudainement et la choque en prononçant son nom de code. Elle intervient alors et lui donne un message à transmettre à ses associés. De retour dans les montagnes, Lane détruit plusieurs autres hommes de l'eau, alors elle devient furieuse et commence à exploser sur Sophia. Mais Sophia devient soudainement ultra instinctive, esquivant chaque balle avant de lui poignarder le bras gauche. Lo essaie de recharger les balles en utilisant son bras droit, mais Sophia coupe son sac de fourniture et commence à la gronder pour sa faiblesse. Alors que son esprit commence à devenir incontrôlable, Lam arrive et l'informe qu'il se retire pour se concentrer sur leur mission, puisqu'ils ont déjà détruit son équipe. Cependant, Sophia lui dit que Lo connaît son passé, alors il suggère de la kidnapper et de la torturer. Mais elle appelle cela du gaspillage parce que Lo ressemble exactement à ce qu'elle était avant. Alors que Sophia s'éloigne, Lo se présente à elle et déclare que ce sera elle qui en finira avec elle. Au restaurant, Scarecrow explique à Choco qu'il veut prouver que Chen est responsable du meurtre de milliers de personnes. Mais Choco suggère de se concentrer plutôt sur Coco car cela lui permettrait de voler de l'argent. À ce moment-là, Coco et Chen reçoivent des appels téléphoniques qui les informent de la situation dans les montagnes. Alors ils mettent fin à leur rendez-vous. Le garde de Chen ordonne alors à ses tireurs d'élite d'éliminer Coco, ainsi que Scarecrow et Choco. Et Hugo commence à s'inquiéter. Mais Coco lui assure qu'ils s'en sortiront indemnes, et ils s'envoleront ensemble en hélicoptère.
Dans les montagnes, Miami attrape des papillons lorsqu'elle aperçoit Jonah et les autres, et elle se rend compte que Jonah est une nouvelle recrue, alors elle commence à lui poser des questions sur lui-même. Quelque temps plus tard, l'équipe quitte l'Afrique ensemble et arrive en Angleterre. Là, Jonah essaie d'entrer dans l'aéroport, mais les détecteurs de métaux se déclenchent. Alors, Coco et les autres expliquent aux autorités qu'il a une balle en lui provenant d'une blessure de guerre. Alors qu'ils avancent, Lem demande pourquoi il n'enlève pas la balle. Il explique alors qu'il a peur de se faire vacciner à l'hôpital, ce qui fait que tout le monde s'évanouit d'incrédulité. Plusieurs jours plus tard, l'équipe se réunit dans un centre d'entraînement où Sophia donne à Lutz un pistolet à gaz haute pression qui tire des billes de peinture et l'informe que les balles font mal. Mais il dit qu'il le sait déjà. Lorsqu'il lui demande s'il s'entraîne avec, elle confirme avec colère qu'il l'est tout en évoquant le fait qu'il a été touché par les tirs ennemis lors de la dernière bataille. Lem explique qu'il doit se battre pour un drapeau avec Jonah dans les montagnes et que celui qui attrapera le drapeau en premier gagnera, mais Jonah refuse parce qu'il ne veut pas blesser Lutz. Cependant, Coco adoucit l'affaire en promettant de lui donner 15 points à chaque fois qu'il frappe Lutz et 30 points s'il obtient le drapeau en premier. Elle propose alors joyeusement de lui donner un ticket repas spécial pour chaque tranche de 50 points gagnés. Mais le cerveau de l'idiot commence à mal fonctionner parce que les mathématiques sont trop compliquées pour lui. Voyant cela, Glenn rappelle à Jonah que tout le monde respecte ses talents de tireur et lui dit qu'il lui suffit de marcher habilement à travers les montagnes. Heureux, lorsque l'opération commence, Glutz se promène dans la forêt et se plaint de la façon dont il gâche son temps avec cet exercice. Mais Jonas l'espionne depuis les buissons et s'étonne qu'il ait autant d'ouverture. Lutz pense qu'il est un tireur d'élite frauduleux puisqu'il ne pouvait pas appuyer sur la gâchette lorsqu'il avait affaire à une fille. Jusqu'à récemment, ses talents de tireur d'élite n'étaient utilisés que contre des voyous armés de fusils visant des otages de terroristes avec le doigt sur l'interrupteur de la bombe. Il se demande s'il sera capable d'appuyer sur la gâchette si une autre fille comme Shinatsu apparaît et met Coco dans le pétrin à nouveau. Mais sa séance de brainstorming est interrompue lorsque le petit assassin l'attrape avec un paintball en plein dans son gâteau. Cela exaspère Lutz, alors il poursuit Jonah, lui lançant des balles de paintball à plusieurs reprises, mais Jonah rit en s'enfuyant. Juste au moment où Lutz pense l'avoir rattrapé, il trébuche sur un bâton et se retrouve pris dans le piège à cordes de Jonah, permettant à Jonah de l'achever. Ensuite, tout le monde se moque de Lutz en comptant les milliers de coups de paintball que Jonah lui a lancés, alors il promet de prendre l'entraînement au sérieux la prochaine fois. Le lendemain matin, Coco réveille Sophia et l'informe qu'ils doivent assister à une réunion à l'ambassade du pays B à Londres où se réunit le comité d'approvisionnement en véhicules aériens sans pilote. Au cours de la réunion, un mec à l'ombre annonce que le comité se consacre à l'introduction de véhicules aériens sans pilote dans les forces armées aériennes du pays B. Et pendant qu'il continue, Tojo murmure à Coco qu'Emilia, ancienne actrice et marchande d'armes active, fait partie de leur compétition. Amelia remarque Coco dans la pièce et se précipite immédiatement pour la saluer avant de lui demander d'y aller doucement avec elle. Plus tard, Coco fait un câlin à Jonah au bord de la rivière et elle lui dit que leur concurrence est redoutable cette fois car l'accord a déjà été conclu au moment où elle est arrivée et Amelia ne tarde pas à tirer les ficelles. Jonah est surpris que ce soit une femme, alors Coco l'informe qu'elle est une bombasse à égalité avec Angela White, qui utilise ses charmes pour convaincre les vieilles élites militaires d'acheter chez elle. Elle était autrefois une célébrité qui a épousé un homme riche, mais celui-ci est décédé, lui laissant toute sa fortune, et elle a fait bon usage de son héritage et de ses relations liées aux armes. Lorsque Jonah demande à Coco ce qu'elle essaye de vendre cette fois-ci, elle répond que ce sont des véhicules aériens sans pilote, qui sont des avions radiocommandés équipés d'un radar utilisé pour la reconnaissance et le repérage. Ils sont extrêmement sûrs car personne ne meurt lorsqu'ils sont abattus et ils peuvent être utilisés au combat lorsqu'ils sont équipés d'armes. Après avoir expliqué tout cela à Jonah, elle l'informe que c'est son travail de les vendre, mais il tombe soudainement sur Choco. Elle explique à Coco que si les Américains poursuivaient son idée et vendaient les véhicules aériens sans pilote au pays du Moyen-Orient, à condition qu'ils doivent résoudre pacifiquement leurs problèmes civils, le pays voisin B se lancerait dans une crise majeure et devrait également proposer d'en vendre au pays B. Cependant, Coco affirme que le marché des véhicules aériens sans pilote va brûler encore plus fort qu'avant et la relève en lui offrant un diamant coûteux. Alors que Choco admire le diamant, Coco lui demande de garder les Américains sous contrôle afin qu'ils ne se retirent pas de l'affaire. Et même si Choco sait que Coco l'utilise, elle accepte à cause du cadeau. Un peu plus tard, Coco est dans une voiture avec les autres et elle dit au chauffeur « Allez-y, direction les hôtels accueillant les gros bonnets des abeilles et des champs ». Alors qu'ils se déplacent d'hôtel en hôtel, Coco est informée à plusieurs reprises que les gros bonnets qu'elle recherche sont absents, car ils se sont déjà rangés du côté d'un autre groupe.
Coco commence à perdre la tête, mais elle décide de se diriger vers un dernier gros bonnet nommé Colonel Marquis de la Country Bees Army parce qu'il a travaillé avec elle plusieurs fois. Heureux à leur arrivée, le colonel informe Coco que son rival lui a également rendu visite, mais il a refusé de prendre une décision, alors elle le remercie. Il conclut alors que la dame essaie d'achever Coco rapidement parce qu'elle a peur de ses prouesses et l'informe qu'un journal italien a divulgué ses projets. Le lendemain matin, Coco appelle Choco et l'informe qu'elle a perdu la campagne de vente parce qu'elle prévoyait d'envoyer les prédateurs dans le pays B via l'Italie pour éviter de provoquer le pays provocateur A, mais les médias italiens ont eu vent de ces projets. Alors qu'Emilia et ses serviteurs écoutent, Coco affirme qu'elle et son groupe vont se retirer du jeu. Alors Emilia sourit et dit à son gardien qu'elle sait que Coco a menti lors de ses appels téléphoniques sur écoute ces derniers jours. Tout en regardant une photo de Coco et Choco, Emilia dit que Coco prépare une attaque massive pour déchirer ses alliances. Elle décide donc de rappeler aux dirigeants du PIB de ne pas changer d'avis quoi qu'il arrive. Plus tard, Lutz arrive dans la chambre de Coco accompagné de William et l'informe que le pays a abandonné la campagne que menait l'Amérique avec une idée similaire à la sienne. Mais elle dit que tout va bien parce qu'elle a un projet plus ambitieux en route. Ce soir-là, le colonel Marquis rencontre Emilia lorsque son garde arrive soudain avec la nouvelle que les Allemands achètent des armes aux Américains. Il la quitte donc pour aller conclure un marché avec Coco. Alors qu'Amelia se dirige vers la porte, un autre de ses associés l'informe que Coco achète tout son stock. Elle appelle donc Coco pour fixer un rendez-vous avec elle. Ils arrivent bientôt à leur point de rendez-vous et Lutz prend une position de tireur d'élite, tandis que Coco révèle qu'elle a vu clair dans les mensonges d'Amelia dès le début parce que l'actrice ne connaît pas vraiment les produits qu'elle vend. Amelia dit qu'elle se retirera de la campagne de vente, et alors qu'ils discutent affaire, Sofia attaque l'espion d'Amelia, et Coco donne le signal à ses hommes de détruire les armes du sniper ennemi. Une fois cela fait, Coco assure à Amelia que ses hommes ne sont pas morts, et lui propose 5% des actions avant de repartir dans sa voiture. Quelques jours plus tard, Jonas s'amuse à la plage avec les autres, et il remarque que Coco sourit toujours pour cacher tout ce qu'elle ressent vraiment. Alors qu'il lui tend une batterie, elle le remercie et la place dans son ordinateur portable. Mais il a l'impression qu'elle dévale une pente à toute vitesse, de manière précaire. Elle lui dit alors d'aller continuer à jouer avec les autres et lui promet de le rejoindre quand elle aura fini. Jonas continue donc son match de lutte aquatique avec William. Alors que William le lance en l'air, il atterrit dans l'autre partie de l'eau où Lutz et Renato se détendent, alors il décide de lui fabriquer le nouveau ballon de plage. En voyant cela, Coco sourit et dit que Jonah avait mis chaudier et mignon. Mais lorsque Sofia l'appelle pour les rejoindre, elle lui dit qu'elle a encore du travail à faire. Hugo lance ensuite Jonah dans le ciel d'où il a une vue dégagée sur les pommes rebondissantes de Coco. Peu de temps après, Tojo commence à japper sur le fait que Sofia a des complots aussi gros que les gâteaux Victoria. Mais Lutz l'avertit qu'elle leur arrachera les globes oculaires si elle les surprend en train de la reluquer. Cependant, Tojo nage en avant tout en complotant pour utiliser ses plus grandes tactiques de poignée sur elle. Mais il voit que Renato les a déjà battus. Renato commence soudainement à lui masser les épaules et il réalise l'un des meilleurs mouvements du livre de jeu vierge en touchant l'une de ses intrigues tout en prétendant que c'est un accident. Mais Sofia passe en mode bête et le lance avec un coup de pied de Liu Kang tout en lui disant que ces melons sont uniquement pour Coco. Les autres Gooners ont remarqué qu'il était assommé, alors ils ont commencé à paniquer et à demander un médecin. Pendant ce temps, Jonah nage dans une autre partie de la piscine, mais Coco le prévient qu'à ce rythme, il pourrait dériver jusqu'en Italie. Et c'est alors qu'il se rend compte qu'il a nagé loin des autres. Heureuse, elle lui conseille de ne pas sous-estimer l'océan et se met à nager en dessous de lui tout en lui disant qu'il lui appartient. Ce soir-là, Jonas fait quelques études mais son ventre se met à gargouiller. Alors son tuteur, Mao, lui dit de tenir bon encore 30 minutes car l'heure du repas vient après la science. Mao mentionne alors que sa progéniture s'endort s'il mange juste après avoir joué et Jonah est surpris qu'il ait une famille. Il informe donc Jonas qu'il a une femme, une fille et un fils à la maison. Alors qu'il montre à Jonah une photo d'eux, il dit à Jonah qu'ils sont plus jeunes que lui et il sourit parce qu'ils ont l'air aussi laids que Mao. Cependant, lorsqu'il mentionne qu'ils ressemblent davantage à leur mère, Mao s'effondre sous le choc et lui dit qu'il n'en a qu'un dans l'unité qui a une famille puisque Lem a été marié et divorcé plus de fois que Larry King. Jonah est surpris que Lem ait autant de putes malgré son apparence d'ogre en état de mort cérébrale, mais Mao dit que ce n'est en fait qu'une seule femme dont il a constamment divorcé et cette dame n'est autre que Chichita puisqu'ils ont tous deux servi de garde pour le père de Coco, Floyd. Cela surprend Jonah, alors Mo lui dit que tous les 10 ont leur propre passé unique et lui promet qu'il verra par lui-même en temps voulu. Il essaie alors de poursuivre la conférence, mais Jonas change de sujet en lui demandant quel genre de soldat il était. Il révèle donc qu'il n'était qu'un simple soldat et non une élite comme Rim.
Il appartenait à l'unité d'artillerie et tirait avec des armes à feu pour que le gros Jonah puisse passer la tête à l'intérieur. Mais heureusement, son pays est pacifique, donc il ne les utilise que dans le cadre d'exercices et non de combats réels. Jonah prétend qu'il a de la chance et il admet qu'il l'a été, mais souligne que les soldats peuvent même mourir lors d'exercices et il en a fait l'expérience directe lorsque son camarade est décédé dans un accident, ce qui a conduit à sa libération. Alors qu'il dérivait en Asie, Coco s'est présenté et l'a gentiment embauché. Et il est trop gêné pour dire à sa famille qu'il est maintenant garde du corps. Alors il leur ment en disant qu'il a été recruté pour rejoindre la Justice League. En passant, il informe Jonah que travailler pour Coco rapporte 3 fois plus que travailler pour l'armée. Peu de temps après avoir rejoint l'unité, il a parlé à Coco des mensonges qu'il raconte à sa famille et elle lui a dit que c'était une bonne chose parce que leur travail est en fait mauvais avant de lui conseiller d'être fier de ses camarades. À ce moment-là, le téléphone se met à sonner et lorsqu'il décroche, Coco l'informe que c'est l'heure du dîner, ce qui lui fait comprendre que Jonah lui faisait parler du temps astral. Plus tard dans la nuit, l'équipe se réunit dans la salle de réunion et Coco leur remet à tous un document qu'elle appelle la livraison aérienne. Alors Lem se plaint de n'avoir jamais été doué pour piloter des objets. En entendant cela, Coco lui conseille de dépasser ses limites et leur promet que le prochain vol n'est pas du gâchis. Alors que l'avion se prépare à décoller, les supérieurs de Coco l'informent qu'ils vont transporter un groupe de médecins super important, en plus de leur cargaison d'origine, mais cela l'énerve. Alors elle met fin à l'appel et commence à s'effondrer. Ensuite, elle rencontre un homme nommé Rivière qui la remercie de les avoir transportés, mais elle l'informe ainsi que les autres médecins qu'ils seront traités comme une cargaison plutôt que comme des passagers. Les médecins disent que tout va bien, alors Rivière leur ordonne de se préparer pour le voyage. Alors que les médecins partent l'équipage commence à jouer, alors Coco leur crie d'avancer également. Alors que l'avion décolle, Jonah admire la vue depuis la fenêtre, mais une dame nommée Maggie entame une petite conversation avec lui. Dans la salle de contrôle, Coco est heureuse que tout se passe bien, et elle appelle Jonah pour qu'il vienne la rencontrer. Quand il arrive, elle lui offre une vue encore plus impressionnante du monde d'en bas, et il en est complètement fasciné. Pendant ce temps, Rivière parle aux autres d'un homme nommé Baldrag, qui est le chef d'une milice appelée les Dragons des Balkans, et commet divers crimes odieux. Rivière prévient les médecins que les choses pourraient devenir compliquées s'ils décident de se présenter, mais il leur conseille de rester forts et de se concentrer sur leur travail consistant à sauver des civils. Peu de temps après, l'avion atterrit à la base militaire et Coco dit à Mao qu'ils partiront immédiatement une fois l'affaire conclue, car elle sent de mauvaises ondes venant de cet endroit. À ce moment-là, le général Baldrag arrive et lui demande de faire sortir tous les médecins qu'elle transporte secrètement, mais Coco dit qu'elle n'a aucune cargaison à lui montrer puisqu'il est un étranger et non son client. Soudain, les soldats entourent de hâte Coco avec des fusils et Baldrag dit qu'il exécutera les médecins devant la caméra, alors elle l'avertit de ne rien faire d'irréfléchi. Voyant cela, Rivière sort de l'avion et explique à Baldrag que c'est lui qui a obligé Coco à l'y amener, mais Baldrag lui tire une balle dans le bras. Il le traite d'ennemi pour avoir traité les personnes sur lesquelles il tire, mais quand il tente de l'éliminer, Lem l'arrête et assomme l'un de ses gardes. Lorsque Lem demande à Coco ce qu'ils doivent faire ensuite, elle ordonne à son équipe d'anéantir la milice des Dragons des Balkans, alors ils ouvrent le feu. Tous les membres de l'équipe commencent à attraper les corps à gauche, à droite et au centre. Et Maggie remarque la fusillade qui se déroule à l'extérieur, alors elle commence à paniquer. À ce moment-là, le nain Ramble lui-même, Jonah, arrive avec un gros pistolet et commence également à faire exploser l'ennemi. L'équipe entière commence à bouger comme des joueurs de Call of Duty sous stéroïdes, tirant un barrage de balles qui détruisent de nombreux soldats et forcent Baldrag à se cacher derrière une voiture. Alors que la bataille fait rage, le capitaine de l'armée ordonne à ses subordonnés à l'intérieur de la base de ne pas sortir et supplie Coco de faire arrêter ses hommes, mais elle ne lui répond pas. Soudain, Baldrag sort de sa cachette et essaie de tirer sur Coco, mais Mal lui arrache le pistolet de la main et lui tire une balle dans le bras. Alors que Rivière regarde depuis le sol, un Baldrag blessé s'approche soudainement de lui avec de la rage dans les yeux. Certains soldats pensent qu'ils sont habiles alors qu'ils campent dans la brousse comme Utah dans leur fourgon. Mais Sophia les abat tous et commence à tirer sur les soldats devant elle. Baldrag force Rivière à monter dans sa voiture et Jonah le voit, alors il essaie de lui tirer dessus, mais Coco lui dit de ne pas tirer. Alors que Baldrag s'éloigne, Jonah garde son arme verrouillée sur lui et il jure qu'il détruira Coco pour avoir ruiné ses plans. Tous les membres de l'équipe rapportent qu'ils ont éliminé tous les soldats ennemis et lorsque Coco demande s'ils ont subi des dégâts, Lem confirme que personne n'a été blessé. Jonah pose finalement l'arme et il voit la caméra de Baldrag toujours active au sol, alors il marche vers elle et la détruit. Peu de temps après, le capitaine de l'armée, John, commence à paniquer à cause du désordre que Coco a fait dans sa base. Elle explique donc que les choses se seraient passées différemment si Baldrag avait agi normalement. Cependant, Lutz demande comment ils vont quitter le pays car l'ennemi les attaquera certainement une fois dans les airs. Et Lem suggère d'y aller par voie terrestre,
mais Coco dit que c'est impossible avec leur cargaison. Jonah est toujours gêné par le fait qu'il a raté une occasion évidente d'envoyer Baldrag dans l'au-delà. Alors il demande à Coco pourquoi elle ne l'a pas laissé lui tirer dessus. Coco lui tapote la tête et prétend que ce salaud n'est pas digne de mourir de ses mains parce qu'elle croit que le tranchant de l'épée d'un chevalier change en fonction de ce qu'elle tue. She then promises him that she'll never let him become a worthless dull blade, but Jonah complains that she's using too many metaphors. Alors elle promet qu'il la comprendra un jour et révèle qu'elle l'a intentionnellement laissé s'enfuir. Happy as Coco joins the others, Sophia asks what kind of anti-aerial weaponry their enemies have, and Tojo informs her that they have ticket launchers and anti-aircraft guns. En entendant cela, Lutz suggère qu'ils utilisent des fusées éclairantes, mais Renato dit que c'est une idée stupide car ils seraient toujours des cibles faciles après leur avoir tiré dessus. Mao suggère alors d'utiliser de gros canons sur le terrain pour détruire leur rampe de lancement de missiles, et Coco décide de suivre ce plan. Elle propose ensuite au capitaine 5 du Kaisami Man Bitcoin pour utiliser les canons de campagne et promet de disparaître dans les 10 prochaines minutes. Il accepte donc de la laisser les utiliser. Sans perdre de temps, elle ordonne à Hugo d'organiser les pilotes et ordonne aux autres de suivre les instructions de Mao tout en l'aidant à y installer les canons de campagne. Alors que Mao et les autres installent les armes, Coco entre dans l'avion et informe Maggie que le médecin en chef, Rivière, a été abattu et kidnappé. Elle s'excuse, mais Coco dit qu'il n'y a rien à excuser puisqu'elle et Baldrag sont les véritables anomalies, puis remet à Airo un casque pour se protéger du chaos qui est sur le point de se dérouler. Pendant ce temps, le crétin salé, Baldrag, ordonne à ses hommes d'abattre l'avion de Coco. Immédiatement, il décolle et menace de les torturer en les obligeant à regarder Boruto en boucle s'ils échouent. Voyant cela, Rivière se dit surpris que quiconque accepte de suivre un perdant aussi immature. Mais Baldrag révèle qu'il a l'intention de le tuer après l'avoir forcé à réaliser une vidéo dans laquelle il supplie le monde de le sauver. Alors que l'avion de Coco décolle, les soldats ennemis leur tirent un missile, mais celui-ci rate de peu la cible et explose dans les airs, provoquant une secousse qui effraie tout le monde dans l'avion. Lorsqu'ils tirent une deuxième série de missiles, Coco ordonne à Mao de tirer avec les canons de campagne. Et une fois qu'il l'a fait, les balles détruisent les missiles dans les airs. Elle lui ordonne ensuite de ne plus laisser l'ennemi tirer à nouveau, alors il dit aux autres de se boucher les oreilles et tire un missile qui explose dans les airs et d'éliminer l'ennemi. Alors que tout le monde célèbre, Coco loue les compétences de Mao, mais les avertit de ne pas baisser la garde. Elle appelle ensuite Scarecrow et l'informe qu'elle a trouvé Baldrag, ce qui le rend heureux car il sait que la récompense en argent pour l'avoir amené est importante. Lorsqu'il demande où il se trouve, Coco dit qu'elle ne lui répondra que pour 5000 $, et lorsqu'il refuse, elle met fin à l'appel. Afterwards, she calls Shoko and offers her the same deal, and she immediately accepts the offer. Ce soir-là, Coco et les autres font atterrir l'avion au camp de réfugiés, et Maggie la remercie au nom de tous. Cependant, Coco dit que leur travail est incomplet, car le travail leur a demandé de transporter les 10 médecins là-bas, et elle lui promet qu'ils récupéreront Riviera. Peu de temps après, elle est informée par quelqu'un au siège qu'ils ont suivi les mouvements de Baldrag et lui assure que l'argent de la récompense pour le programme Baldrag est le sien. Il révèle ensuite que Scarecrow vient de demander la mobilisation des Marines américains, alors elle dit à Lam que c'est l'heure de la chasse. Lamé choisit William et Mao comme partenaires de chasse, et ils partent ensemble. Peu de temps après, les forces de Baldrag arrivent à l'endroit où se cachent les 3 chasseurs. Alors, Lem active des bombes qui font sortir les voitures des voies, permettant aux 2 autres de les abattre. Alors que Baldrag et ses gardes du corps tentent de comprendre ce qui se passe, Lem abat les gardes du corps et informe Coco qu'il a sécurisé Baldragon, le médecin en chef. Quand elle le dit aux autres médecins, il commence à célébrer et Scarecrow l'appelle avec colère pour la supplier de conclure l'accord de 5000 $, avec lui. Après qu'elle ait accepté, il met fin à l'appel et jure de l'enfermer un jour avant d'envoyer ses forces chercher Baldrag. Heureux, quelques jours plus tard, Coco a un rendez-vous avec le gang où elle les informe qu'ils vont vendre 3 camions d'armes à la mafia locale. Et elle choisirait normalement un emploi si mal rémunéré. Mais ils ont un gros contrat de vente de missiles à venir dans une semaine. She then reveals that their task is to guard the cargo and the transaction site and warns them not to provoke the clients because they're quite jumpy. However, she notices that Sophia is spacing out, so she jumps in front of her and asks what's going on. Sophia apologizes for zoning out, but she's still stuck thinking about her past days in the army when her comrades were annihilated in front of her by a low-quality Jason Statham. Cette nuit-là, elle saute du lit après avoir fait ce cauchemar et ramasse son poignard. Il y a plusieurs années, Sophia est rentrée chez elle après avoir perdu tous ses camarades, et elle a été hantée par leur mort alors qu'elle travaillait pour la commission d'enquête. Cependant, Coco est rapidement apparu un jour à son bureau et l'a critiqué pour avoir atteint un grade militaire élevé malgré son jeune âge.
Mais Sofia se demandait comment elle l'avait trouvé et connaissait tous ces détails. Coco a ensuite souligné que son grand-père a combattu et a survécu pendant la guerre d'hiver et la guerre de continuation en tant que lieutenant général et que le reste de sa famille était également composé de militaires de haut rang. Alors Sofia a demandé qui elle était. Au lieu de répondre à la question, Coco a commencé à parler de toutes les promesses d'une belle vie que les parents de Sofia lui avaient offertes avant de lui offrir une chance de la rejoindre, affirmant qu'elle découvrirait tous les secrets du monde si elle le faisait. Dans le présent, Sofia prend un bain, s'habille et salue Coco avant de partir. Pendant ce temps, un groupe de crackheads armés dirigé par un type nommé Dominique détruit un groupe de personnes dans un immeuble tout en se vantant du nombre de corps qu'ils ont chacun attrapés. Alors qu'ils sortent, Dominique dit à sa compagne, Liliane, de le suivre et avertit son camarade, Greg, d'arrêter de tondre ses victimes. Quelques minutes plus tard, ils repartent en voiture et Dominique se plaint qu'ils n'obtiendront pas d'argent tant qu'ils n'auront pas détruit le politicien lié au gang qu'ils ont massacré et il informe les autres que leur prochain travail est de cibler un trafiquant d'armes à Alexandrie. Le lendemain matin, Coco se réveille et commence à chercher Sofia mais ne la voit nulle part. Pendant ce temps, Sofia descend d'un bus dans un pays lointain et suit une carte tout en avançant. Mais Jonas arrive soudainement et lui demande si elle est arrivée à destination. De retour à leur base, Lamé et sa patronne se retrouvent près du balcon et il évoque la disparition de Sofia. But she says their job will continue regardless of that and reminds him that it's his responsibility to manage the other members. When she asked about Jonah, everyone informs her that he's missing, so she finally loses her mind and dropkicks all of them at once. Meanwhile, Sofia begs Jonah to return to Coco and the others, but he refuses. So she punches him and tells him that it's for his own good. Cependant, Jonah prétend qu'il est venu parce qu'il pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour Coco et explique que Coco ne irait pas bien si Sofia ne revenait plus jamais vers eux. Il lui demande ensuite si elle envisage de se venger des gars qu'ils ont rencontrés en Afrique du Sud et souligne qu'elle a demandé à Choco d'enquêter sur leur patron sans en informer Coco. Après qu'elle ait admis qu'il avait raison, il lui propose de l'aider. Alors elle le caresse tout en s'excusant de l'avoir frappé plus tôt. Ailleurs, le trio d'assassins est dans une camionnette en train de regarder des photos de Coco et de l'équipe. Et Dominique remarque que tous les gars sont de dangereux anciens combattants militaires. Il décide donc de les assassiner les uns après les autres. Liliane se met soudain à rire et les informe que Hugo est un ancien mafieux. Dominique décide donc qu'il sera la première cible. Pendant ce temps, Lo supplie Chen de la laisser travailler à nouveau sous ses ordres pour compenser sa défaite contre les hommes de Coco. Mais il n'est pas d'accord, alors elle lui attrape le bras tout en le suppliant jusqu'à ce que son nouveau lieutenant, Lee, la jette et lui dise que sa nouvelle unité protégera Chen. Plus tard dans la journée, Coco rencontre Choco dans un restaurant et l'informe que l'armée de Sofia a été anéantie il y a des années par Chen et qu'il est secrètement un accro du combat avec un style de combat bizarre. Au même moment, Sofia et Jonah montent dans un taxi et le chauffeur les avertit de rester à l'écart de Chinatown car il y a beaucoup de gangsters dans les environs. Ils décident donc de prendre un hôtel dans la ville voisine. Ce soir-là, Coco livre les armes à son client, mais au lieu de lui remettre de l'argent, il lui donne un tas de drogues illégales, affirmant qu'elle gagnera de l'argent si elle les vend. Cependant, Coco jette la drogue et ses hommes anéantissent tous les salauds. Tandis que Dominique les observe, il décide que c'est le bon moment pour frapper. Il appelle donc les deux autres pour le rejoindre. Alors que les gars enterrent leurs victimes, Renato suggère que Coco agit différemment que d'habitude. Mais Lutz dit que ce qu'elle a fait est logique parce que les salopards de la mafia ont choisi la mort en leur donnant de la drogue. Pendant ce temps, Coco informe Lem que c'est elle qui a ordonné à Jonah d'aller avec Sofia après avoir remarqué son comportement étrange. Et il la qualifie de génie de niveau Aizen parce qu'il pense que l'envoi de Jonah sera efficace. Coco lui explique qu'elle ne peut pas considérer Sofia comme un simple garde du corps, car après avoir passé du temps avec elle, elle la considère désormais comme une sœur et quelque chose de plus que cela. Mais il la prévient que ressentir ses sentiments pourrait être dangereux. Ce soir-là, alors que Coco se prépare à prendre son bain, Greg coupe le courant à leur base et Léane commence à attaquer Lutz et Tojo. Pendant ce temps, dans une heure de pièce, Lem a déjà été renversé et Greg attaque Hugo. Il y a quelques années, Coco a demandé à ses hommes d'éliminer tout un groupe mafieux, mais elle lui a expliqué qu'elle ne l'avait pas détruit parce qu'il était le seul d'entre eux à avoir agi avec dégoût lorsque son groupe mafieux leur avait donné de la drogue au lieu de l'argent. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il avait détourné le regard, il a expliqué que la drogue avait causé la mort de son frère et elle lui a donc proposé de devenir son chauffeur. De retour dans le présent, Hugo parvient à bloquer l'attaque à la pince de Greg jusqu'à ce que Lim se relève et lui brise une table sur la tête. However, Greg doesn't budge, so Lem starts blasting him with bullets, only to notice that his vest is bulletproof. As Greg tries to attack Lim,
Hugo grabs the back of his head and drives him through the wall into Coco's room. Greg starts worrying because 2 minutes have passed and Hugo starts feeding him knuckle sandwiches, but Lem tells him to drive Coco out of there while he handles Greg. In another part of the building, Lillian tries to contact Greg, but he doesn't answer and she suddenly gets shoved into the ground by a door which was opened by Coco. Elle essaie immédiatement de se lancer dans une attaque, mais Coco l'assomme avec la porte, ce qui choque tout le monde dans la pièce. Alors qu'Hugo chasse Coco, Dominique les poursuit. Alors Hugo demande s'il doit le secouer et se rendre à la planque. Cependant, Coco dit que c'est une mauvaise idée car cela permettra uniquement au salaud sournois de connaître l'emplacement. Et elle lui ordonne de continuer à courir sur la route 1 tout en préparant son arme. Lorsqu'elle tire avec l'arme, Hugo demande si elle l'a eu, mais elle se plaint d'avoir raté parce qu'elle ne le voit pas correctement. Cependant, Dominique tremble dans sa voiture car le coup de feu a explosé le siège à côté de lui et il s'étonne que Dame Coco soit plutôt bonne tireuse. Il regrette d'avoir accepté un poste contre un marchand d'armes, mais il constate qu'ils accélèrent à cause de la tension, alors il décide de les détruire en les faisant s'écraser. Pendant ce temps, Hugo demande à Coco de lui remettre son arme et de se mettre en position anti-choc. Et elle accepte. Alors que la voiture de Dominique se rapproche, je vais brusquement faire tourner la voiture de 360 degrés et l'enfoncer dans la voiture de Dominique. Voyant cela, Dominique sourit et relève le défi et les deux gigachads s'engagent dans une fusillade houleuse jusqu'à ce que la voiture de Dominique s'écrase hors de la route. Alors que Dominique lutte contre ses blessures et tente d'appeler ses partenaires, Coco lui tente un nouveau talkie-walkie à utiliser tout en l'appelant Patron Dominique. Lorsqu'il écoute l'appareil, il entend Lillian s'excuser parce qu'elle a été attrapée par l'ennemi. Et quand il pose des questions sur Greg, elle dit qu'il a également fait ses valises. À ce stade, Dominique admet qu'il est cuit, mais Coco sort de la voiture et propose de le laisser partir s'il révèle qu'il l'a embauché. Pendant ce temps, Jonah s'est évanoui après avoir mangé de la nourriture que Sophia avait mélangée à des sédatifs et elle explique à son corps inconscient que c'est la seule chose qu'elle pouvait faire parce qu'elle ne pouvait pas l'emmener avec elle. She then calls him a good guy and kisses him on the forehead before leaving. Some minutes later, Jonah wakes up and immediately loads his gun while running after her. Pendant ce temps, Sophia arrive à l'entreprise d'Asingai et les gardes tentent de l'empêcher d'entrer car elle n'est pas encore ouverte, mais elle les décapite rapidement tous les deux avec ses poignards en entrant. Alors que Chen entend l'agitation, il ordonne à Lee d'aller gérer la situation. Alors Lee déménage et ordonne à ses hommes de retrouver l'envahisseur. Cependant, Lady Kurido détruit facilement davantage de ses hommes et s'enfonce plus profondément dans l'usine. Lee est surpris que ces hommes inutiles soient emballés par une seule femme. Alors il leur ordonne de l'attirer là où il peut la voir afin qu'il puisse l'attirer. Pendant ce temps, Sophia déchire davantage de gardes comme des oignons sur une planche à découper. Et ils finissent par l'accabler de balles, alors elle grimpe vers un point élevé et atterrit derrière les tireurs avant de les lobotomiser tous les deux. Alors qu'elle traverse l'usine, Lee a finalement un tir clair sur elle, mais son tir ne fait que lui effleurer le bras. Il est surpris d'avoir raté son coup à cette distance, mais le sang commence soudainement à couler de sa tête alors que Jonah l'a déjà attaqué par derrière. Alors qu'il se retourne, Jonah lui tire dessus et dit à Sophia de lui laisser les gardes et de courir vite pour combattre le patron, mais Chen les entend depuis son bureau. Sophia fonce en avant, détruisant tous les gardes sur son passage et elle finit par atteindre le bureau de Chen. Alors que Sophia le confronte à propos du passé, il admet qu'il n'a pas réussi à en finir avec elle lors de leur dernière rencontre, mais la traite de lâche pour s'être caché sous le cadavre de son camarade. Elle le défie ensuite hardiment dans un combat, alors il ramasse les lames de son pistolet et commence à lui tirer dessus. Quelques minutes plus tard, Lo arrive à l'usine et voit que Chen a été anéanti dans son bureau, ce qui l'a fait pleurer et jurer qu'elle ne laissera pas Sophia s'échapper. Alors que Sophia et Jonah marchent dans la rue, Lo arrive soudainement et commence à leur tirer des balles, alors Sophia utilise son corps comme bouclier pour protéger Jonah. Après que Sophia ait perdu connaissance, Lo pleure en disant qu'elle en a marre du monde. Alors Jonah l'envoie aux enfers avec 2 coups de feu. Le lendemain, Sophia se réveille dans un lit d'hôpital et Coco l'informe que le traitement d'urgence de Jonah lui a sauvé la vie. Elle révèle ensuite que Lo a disparu après s'être réveillée de manière surprenante et lui tente un poignard en s'éloignant. Un peu plus tard, Coco marche avec Jonah tout en lui racontant l'attaque d'un assassin à laquelle elle a survécu pendant son absence et elle le félicite d'avoir bien accompli sa mission. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Sophia va-t-elle enfin s'effondrer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animés comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.